première destination touristique au monde. Une ville en perpétuel mouvement qui fascine par son histoire et ses nombreux monuments. Ces visiteurs ignorent peut-être que la pierre qui a servi à l'édification de la ville a été directement extraite de ses entrailles. Les carrières de Paris, plus communément appelées catacombes, s'étendent ainsi sur des milliers d'hectares. Et aujourd'hui, ces carrières font l'objet d'une attraction touristique qui ne désemplit pas. Le musée des catacombes, qui représente seulement moins de 1% de leur surface totale. Ainsi, la majeure partie des carrières est interdite d'accès. Elle est pourtant devenue le terrain de jeu de centaines d'explorateurs, les cataphiles. Depuis la surface, nous sommes alors loin de nous imaginer que tout un monde s'active sous nos pieds. Salut Eric, ça va? Ça fait plaisir de te voir. Écoute. Bon alors comment ça va depuis hier? Depuis hier, ouais. Bah écoute, moi ce que je te propose, voilà, j'ai commencé à regarder. Hier je crois qu'on était par on était par là. Maintenant ce que je te propose, voilà, on va passer vraiment aux mesures, voilà. Ouais c'est vrai. Donc on reprend à partir de l'angle, tu sais là où il y avait la plaque. Exactement, ouais. Et du coup tu... la plaque, okay, la galerie à gauche qui était à moitié emblayée. Voilà. Ouais c'est ok, on fait les... Ok, c'est ça. Bien. Écoute c'est cool. On y va? Allez. Allons-y. Bon. Bon, il n'y a plus qu'à se préparer. On a la chaudière qui est pas loin. Là, donc, on utilise des lampes à acétylène. Donc, c'est des lampes qui étaient utilisées plutôt dans la spéléologie. Donc, dans les catacombes, on aime bien ça parce que ça fait une flamme et l'ambiance est vraiment beaucoup plus chaleureuse. Bon, X, on est chaud pour la carto. Allons-y. Tiens, je t'envoie ton assiette. Tu la chopes. Ok. Mangouste et Oryx sont tout juste bacheliers et font partie de la nouvelle génération de cataphiles. En s'isolant du monde extérieur, à des dizaines de mètres sous terre, ils s'exposent à plusieurs types de dangers. Trous affleurant le sol, galeries inondées, chatières étroites. Par le passé, plusieurs éboulements mortels ont même eu lieu. En 1776, il y a eu un effondrement notable, donc on ne sait plus exactement la proportion, mais on va dire allez, au moins un quart de la place de Denfert Rochereau qui s'est littéralement effondré parce que du coup, en dessous il y avait des carrières et donc l'exploitation de la pierre est un peu dangereuse parce que là, lorsqu'on ne consolide pas, eh bien voilà, avec la gravité, naturellement, ça a tendance comme ça à redescendre. Et du coup, c'est pour ça que l'année suivante, c'est Louis XVI qui, par ordonnance, a ordonné la création de l'inspection générale des carrières. Donc en 1777. Et c'est Charles-Axel Guillaumeau, architecte du roi à l'époque, qui a été en charge de sécuriser les anciennes carrières, avec le double objectif de répertorier les nombreux vides du sous-sol parisien et de les consolider. Au fur et à mesure que le réseau se densifiait, des plaques indiquant le nom des rues étaient apposées dans chaque galerie. Chaque consolidation était numérotée, avec la date et les initiales de l'inspecteur de l'époque. Au total, il aura fallu plus de 2 siècles et une vingtaine d'inspecteurs des carrières pour mener à bien cette tâche, et ainsi transformer le sous-sol parisien en un réseau de près de 300 km
dans lequel évoluent aujourd'hui les cataphiles. Bon, alors attends, si je dis pas de bêtises, on s'est arrêté là. Ouais, voilà, c'est Ouais. ça, on avait le... Ouais, je me rappelle de ce tag-là. Alors, ouais. Voilà, donc on avait... On va reprendre notre cartographie ici. Ouais, c'est vrai. Ok, très bien. Alors... Bah ça, attendez, hier, on a entendu le métro. Exactement, on passer, entend le bruit du métro, voilà, donc c'est-à-dire les qui passe attends, au-dessus. là. Voilà. Voilà, on entend le métro. L'idée de cartographier, moi, m'est venue initialement d'un besoin matériel très simple, savoir où j'allais. Et du coup, voilà, initialement, j'avais pas de plan ou alors vraiment très peu des bribes. Et voilà, du coup, j'ai marqué tout simplement, voilà, à droite, il y a tel carrefour, à gauche, il y a telle curiosité. Ah ouais, tiens, tu peux noter, il y a une pierre qui est tombée là. On a un... À quel point exactement? Alors on est sur le... Alors, on est sur le troisième pilier, voilà, on est sur le troisième pilier. Hein. Il y a une grosse dalle, ouais, de 3 mètres de long, je pense, et On voit les différentes strates. quasiment 1 mètre de large. Et c'est précis quand même. Hein. Voilà, pas ici le carrefour. Voilà, ça, donc note bien du coup les 3 piliers. Effectivement. Alors, il faut savoir que la cartographie, donc, c'est une activité passionnante, mais néanmoins, les plans restent quelque chose d'assez tabou au sein de la communauté cataphile, parce que notamment certains plans qui sont beaucoup trop précis mentionnent absolument tout, y compris les accès et les salles. Et donc, si ça tombe entre les mains de n'importe qui, eh bien, quelqu'un par exemple qui n'est pas sensibilisé à la protection du patrimoine, donc pourrait utiliser ce plan à des fins de, par exemple, oui, de dégradation. Bon, voilà. Très belle carrière piéton est ici. Alors ce qui est très intéressant ici, comme tu peux le voir, c'est qu'on a différents fossiles, parce qu'ici il y avait la mer il y a plusieurs millions d'années. Cette pierre, voilà, qui a des millions d'années, côtoie des galeries, ou plutôt là on peut l'apercevoir à travers des galeries qui elles sont beaucoup moins anciennes. Voilà, ici on va dater ça du 19e siècle. Alors ça reste ancien bien sûr, et c'est pour ça que on a une chance assez inestimable de pouvoir accéder à ce patrimoine aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut essayer de le protéger comme on le peut. Il y a beaucoup de choses qui nous ont vraiment attirés dedans. D'abord, je pense, le côté interdit. Quand j'ai commencé, je devais avoir 16 ans, 15-16 ans. Et donc j'étais quand même assez jeune et voilà, c'était les premières choses que je faisais un peu de non autorisé. Je dirais que le goût de l'interdit était assez important, et puis plus que ça, surtout, c'était le fait qu'on soit isolé, parce que 30 mètres sous terre, évidemment, il n'y a pas de réseau téléphonique, donc pas de possibilité d'être dérangé par ses parents ou autres. Finalement, c'est un peu paradoxal parce que parfois on descend pour s'isoler de la société, du monde extérieur. En fait, c'est toute une petite société qui vit là-dedans. C'est une sorte de monde sous le monde, on peut dire que c'est une sorte de microcosme. Une fois qu'on a franchi l'interdit, on se retrouve dans un lieu qui est laissé à l'abandon. On peut faire ce qu'on veut à l'intérieur. Donc il y a une liberté d'action une fois que l'interdit a été franchi. Là, on se dirige vers le Val-de-Grâce, et plus précisément la salle Z, que je n'ai jamais encore peinte, afin de repérer un endroit où est-ce que je pourrais faire une étude d'après-nature. Oups là, allez, on se baisse. Marie est peintre et fréquente les carrières depuis 7 ans. Au fil de ses descentes, elle a dû se familiariser avec l'environnement et les codes du milieu cataphile. Je me suis mal prise. Quand on commence à fréquenter le milieu cataphile, on se rend compte qu'effectivement, il y a des us et coutumes. Notamment, la première, c'est de se faire identifier comme étant cataphile. On va reconnaître notre visage, le pseudo. Après, il va y avoir la tenue vestimentaire, si je puis dire. C'est-à-dire que quand on va voir quelqu'un qui va être en basket, complètement trempé, il y a vraiment un côté touristique, le ristou vraiment. Et quand on a des cuissardes, quand on a une frontale, quand on a un sac spéléo, enfin, on a les gadgets du cataphile expérimenté, si je puis dire. Alors là, nous sommes dans la salle Z. C'est une salle qui sert à soutenir en partie la fondation du Val-de-Grâce. Ici, il y a énormément de voûtes. C'est pour ça que j'ai choisi cette salle, c'est que d'un point de vue architectural, je la trouve intéressante. Et il y a
Il y a de quoi faire. Enfin, il faut juste que je choisisse en fait un endroit où me poser. Ah, c'est sec ici. Ça permettra qu'il n'y ait pas de pluie. Je vais mettre les bougies. Comme celui est coupé du monde, il y a possibilité de laisser ses problèmes en surface. Et avec cette tradition du pseudo, il y a aussi un phénomène où on peut s'inventer une personnalité souterraine. C'est pas schizophrène ce que je suis en train de raconter, mais c'est devenir une personnalité, une catastar sous terre, et paradoxalement être dans la vie quelqu'un de pas spécialement intéressant, ou en tout cas quelqu'un qui n'est pas reconnu. Là, on voit l'arche, puis avec l'humidité, il y a une réverbération qui se fait. En fait, c'est comme s'il y avait un petit monde en soi derrière l'arche. Marie a très vite trouvé l'inspiration dans les catacombes, mais ne s'est pas immédiatement considérée comme membre de la communauté cataphile. En 2012, elle a organisé en surface une exposition dédiée aux carrières. Le soir de l'exposition, il y a eu, je dirais, 150 personnes qui sont venues. Ça a intrigué le milieu cataphile qui s'est déplacé en masse et ça m'a permis finalement de façon assez exceptionnelle, je pense, de rencontrer le milieu cataphile. Et j'ai eu une ascension sociale assez fulgurante par cette exposition. On a posé sur moi un regard, elle s'est investie, elle a fait quelque chose, donc on la reconnaît comme faisant partie des nôtres. Et il y a des gens qui vont aller faire des gravures, creuser des salles, etc. Et donc ils vont donner de leur temps pour ce réseau. Alors peut-être aussi pour montrer qu'ils existent, qu'ils y ont participé, qu'ils ont apporté leur touche personnelle. Et c'est vrai que malheureusement, parce que c'est une petite société, et il y a des gens qui vont venir détruire ça. Et finalement, cette petite société s'autorégule avec ceux qui viennent dégrader, puis ceux qui viennent rebâtir, reconstruire, rénover. Je crois qu'on y est là. Ouais, c'est ici. Alors ici, nous avons décidé de remettre une plaque de rue. C'est une plaque de l'époque Guillaumeau, à peu près 1806, qui a été volée en 2011 par des visiteurs. Exactement, on a pris un bout de calcaire. Bon, c'est pas du calcaire d'ici, mais ça reste du calcaire. Et d'après des photos, parce que c'est tout ce qu'on avait, qu'on a pu prendre avant, on a essayé de reproduire la chose la plus fidèlement possible pour que ça reste, quoi. Allez, je prends Voilà. Donc le calcaire, il est beaucoup plus blanc que celui qui est originellement, mais ça va se patiner avec le temps. On la pose ? Ouais. Alan et Rémi militent pour la préservation du patrimoine des carrières. Ils ont à leur actif plusieurs chantiers de restauration et d'aménagement de salles. Ils se retrouvent régulièrement avec d'autres passionnés qui ont la volonté de faire perdurer les nombreux vestiges historiques. Il y a une histoire qui existe de ce lieu, notamment dans la consolidation, parce qu'avant c'était autre chose. Et les restes de cette consolidation, maintenant ça a 2 siècles. Et si on peut les retrouver et les mettre en valeur, ça reste quand même quelque chose qui est très intéressant. Et je pense qu'avec le boulot qu'on fait entre guillemets de mise en valeur du patrimoine, ça éduque quelque part les gens à voir que c'est quand même quelque chose où il y a de l'histoire et qu'il ne faut pas trop y toucher. C'est pas mal. Ok. On décale ? C'est parti. Allons-y. Vas-y. Malgré les efforts de certains cataphiles, une partie des carrières de Paris se dégrade inexorablement. L'humidité, la surfréquentation et les injections de béton destinées à renforcer la stabilité du sous-sol sont en grande partie responsables de la détérioration de certaines parties du réseau. Et c'est pour ces raisons qu'ils sont plusieurs à avoir décidé d'immortaliser les lieux afin de garder une trace du passé. Ça fait du bien un peu d'eau fraîche. Tellement chaud dehors. Il faut marcher sur les bords là. Sinon tu vas te mouiller les burnes. Les carrières de Paris, je les ai découvertes tout à fait par hasard. Je ne les cherchais absolument pas.
C'est en me promenant dans des endroits un peu insolites dans Paris, de fil en aiguille, par hasard, je suis arrivé jusque dans les catacombes. Je ne savais pas du tout ce que c'était, mais j'ai tout de suite apprécié les lieux et j'y viens au moins une fois par semaine. Petit à petit, on voit un peu l'environnement se dégrader, les choses changer un petit peu. Et j'ai eu envie très rapidement de fixer ce que je voyais et ce que je ressentais sur pellicule. Je descends toujours à peu près avec le même sac lorsque je fais des descentes photos. Donc là, bien protégé, enfin à peu près protégé, ça c'est l'appareil photo que je vais sortir. Là, le trépied, ça c'est le grand angle. J'ai mes bougies, un petit sac plein de bougies, de morceaux de bougies. Ça, c'est le sac typique lorsque j'ai fait une descente photo. C'est-à-dire la majorité de mes descentes que je fais en semaine plutôt que le week-end pour être tranquille. La majorité de la population descend le vendredi soir et le samedi soir. Et c'est un peu la chose qui est assez intéressante en dessous, c'est qu'il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Comme on va se salir, eh bien, on est tous habillés à peu près de la même manière. Il n'y a pas vraiment de classe sociale. Et c'est vraiment, vraiment appréciable, surtout quand on sait qu'on est à 20 mètres de millions de personnes. Alors là, on est à la Fontaine des Chartreux. C'est un endroit que tout le monde connaît, enfin que tous les cataphiles connaissent ou sont censés connaître et être au moins passé une fois. La tradition, soi-disant, voudrait qu'à la première fois qu'on vient ici, on se lave les mains, on se trempe les mains dans cette eau si claire et si pure. Ce bassin a été construit ici parce que l'eau goutte en permanence. C'est une source qui ne cesse de couler depuis plus de 200 ans, qui devait couler avant et qui coulera certainement de nombreuses années. Voilà, donc on appelle ça la Fontaine des Chartreux parce qu'on est sous l'emprise du domaine des Chartreux, à l'époque des Chartreux, bien sûr. Donc on est en gros, sous le jardin de Luxembourg. L'eau qui est dans les carrières, en fait, n'a rien à voir avec l'eau qu'on peut trouver dans les égouts. Ce sont deux réseaux totalement différents. Et l'eau qu'on trouve ici, comme elle a quand même été filtrée par la roche, on peut très bien s'en servir pour la faire bouillir pour faire son café, par exemple. Maintenant, il ne faudrait pas en boire tous les jours. Je suppose que ça ne peut pas être très très bon pour la santé, mais ça peut aider à survivre. J'ai fait plus de 20 000 photos depuis le début. Ce travail photographique, ça permet de constituer une photothèque qui va garder le souvenir de ce qui est ou de ce qui a été. C'est un peu un travail de mémoire sur les anciennes carrières. Là, il y a un truc là. Alors, on dirait bien qu'il y a un tract là. Oh, il est tout humide. Voilà. Ah. On dirait que c'est un tract de campagnard. Voilà. Campagnard, 29 avril. Ouais, c'est bien ce que je disais, c'est 21 mois qu'il est là parce qu'il est vraiment trempé. Depuis le début de la cataphilie, enfin en tout cas depuis très longtemps, les cataphiles ont pris l'habitude de laisser des petits messages à droite et à gauche qu'on appelle communément les catatracts. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être un poème, ça peut être une photographie, ça peut être aussi un objet, ça peut être un petit crâne sculpté, etc. Donc les gens, il y a un petit peu une chasse au trésor qui fait que les gens recherchent un petit peu ces tracts et les conservent chez eux, se font leur petite collection. J'en ai quelques caisses, je me suis arrêté de compter à 1000, donc j'ai une belle petite galerie de souvenirs. Voilà, hop, in the pocket, dans la collection. Ah, bah là, on arrive à la plage, et puis malheureusement, comme bien souvent, bah, il y a un énorme tas d'ordures. Donc, ou bien il y a eu une fête récemment, ou bien les gens, bon, bah, c'est comme bien souvent, se comportent un petit peu comme je dirais pas comme des porcs, parce que les porcs, ils sont propres. Voilà, donc c'est un peu triste, parce que ça risque de rester longtemps, ça risque de pourrir, jusqu'à ce que quelqu'un se dévoue pour tout ramasser, et puis la scène suivante, eh bien, ça recommencera. C'est comme ça, c'est des catas.
Il y a des gens qui se mobilisent pour faire ce qu'on appelle des cataclines et qui régulièrement viennent nettoyer le réseau, sortir toutes les ordures, soit par des puits ou dans leur sac à dos. C'est assez fastidieux et les gens ne sont pas plus propres ici qu'en surface et c'est vraiment malheureux parce que effectivement ici, il n'y a pas la ville de Paris qui va passer avec les camions poubelles. Donc chaque chose qu'on laisse, eh bien, si on repasse un mois après, cette chose sera toujours ici. Donc c'est vraiment dommage de ne pas avoir plus de respect pour ces lieux. Les gens ils se paument rapidement. Je sais pas si vous avez vu depuis tout à l'heure, il n'y a aucune indication en fait. Et puis ça tourne, c'est pas des angles droits, c'est pas comme les galeries que vous avez l'habitude de faire ailleurs. Là c'est vraiment un petit dédale à part, quoi. Là, il n'y a pas de tag, ça va, parce que j'ai une brosse métallique. Lorsqu'il y a des tags, eh ben, je brosse pour que ça fasse propre, quoi, pour que ça fasse carrière, pas tagué. Dans les catacombes, il y a beaucoup de gens qui se prétendent ou qui se veulent artistes. Après, c'est une question d'appréciation. Ce qui plaît à quelqu'un va peut-être déplaire à une autre personne. Bah, ça donne pas mal. Donc je pense que cette photo va être conservée en l'état. Sous terre, il y a une liberté d'expression. Étant donné qu'on est coupé du monde, c'est un peu comme si ça faisait une soupape où effectivement on peut croiser des gens qui se lâchent plus qu'en surface. Il y a peut-être plus que dans un autre milieu social, il y a plus de culture, si je puis dire, en tout cas de culture underground, c'est dynamique. Quand j'ai commencé à faire du graffiti, j'étais dans une dynamique identitaire. Donc, au mieux de faire des lettres, eh bien, je me suis dit, je vais faire un perso. Il y a des gens qui adorent mes persos en light painting, parce qu'il n'y a pas de peinture, il n'y a rien, et que c'est un truc qui est juste figé à un instant donné, et c'est juste une émotion. Et moi-même, quand je le fais, je ne sais pas comment il est, puisque je dessine dans le vide. Tu vois, je fais qu'une lampe dans le vide, et à l'arrivée, ça donne ça, tu vois. Et ça fonctionne. Tiens. Moi, j'ai commencé à descendre. Alors, la toute première descente, c'était 82-83. À l'époque, j'avais 14 ans. J'avais le droit de sortir que jusqu'à 10h du soir, tu vois. Et je suis entré, il était 4h du matin. Mes parents, ils ont pété un câble. J'ai commencé à la même époque à fumer des ouinges. Donc, c'est parti un peu en couille. Et mes parents, ils ont mis le holà, tout ça. Donc, ils m'ont foutu pensionnaire à Aix-en-Provence chez ma tante. Pour pas que je retourne dans les katas, pour que je change de milieu, pour que je rencontre d'autres personnes. Et pendant 1 an et demi, j'ai fait que penser à une chose, c'était au kata. Et quand je suis revenu à Paris, la première chose que j'ai fait, c'est de trouver des gens pour aller au kata. Et voilà, et je suis redescendu dans les katas, et puis après ça m'a plus lâché, et tu vois, là j'ai 48 ans et j'y suis encore. On est parti. Psychose est l'un des plus anciens cataphiles. Il a vu évoluer le lieu et sa population au fil du temps. 34 ans après sa première descente, la passion des catacombes ne l'a toujours pas quitté et il y descend régulièrement pour exercer son art et se retrouver seul dans un lieu qui invite à la méditation. Étant parisien et vivant dans une ville de millions d'habitants, j'aime bien, et je dirais même que j'en ai besoin, de temps en temps avoir un pas de recul sur la société. Et j'ai besoin de m'immerger ici, d'avoir un endroit où je peux réfléchir, où je peux être tranquille, où c'est moi-même qui fais mon temps. Tu vois, parce qu'il n'y a pas de temps ici, les pendules s'arrêtent. Et ça, c'est unique au monde même, je dirais, sous une ville de millions d'habitants, tu vois. C'est un endroit où tu viens pour te ressourcer. C'est un peu comme les gens qui partent le week-end à la campagne ou qui vont se balader en forêt. Voilà, moi j'ai besoin d'aller dans les katas, voilà. Bon, première étape, on prend des forces parce que la soirée va être longue. Les katas usent quand même beaucoup de calories parce qu'on est dans un milieu qui est quand même vachement humide. Et c'est toujours bon de recharger les batteries avant d'attaquer le morceau, voilà.
Alors pour certains, c'est à base de bière, de gros ouinges, de machin, mais bon, moi j'ai un peu passé l'âge, donc maintenant, je préfère bien casser la croûte, et puis après, enchaîner. Et c'est toujours accompagné de sa musique que Psychose parcourt le sous-sol parisien. Il connaît chaque recoin de l'immense dédale que constituent les carrières. Chaque salle et chaque galerie traversée refont surgir en lui bon nombre de souvenirs. Là, il n'y avait pas de banc. C'est nous qui avons fait les bancs. Et là, tu vois, ce tag, c'est mes tout premiers tags dans les katas. Et ici, à l'époque, en semaine, t'avais des petites crevettes albinos blanches. Moi, j'ai connu cette salle, tu vois, il y avait une dune de sable qui partait de là et qui montait jusque la vague, tu vois. Ça, c'était à l'époque où je buvais encore du whisky, c'est un des restes. Alors, cette galerie, je l'appelle aussi la galerie des cerveaux. Regarde la pierre, comment elle est devenue. C'est pas un délire. Une fois, j'ai regardé ça, j'étais, mais non, et je voyais ça bouger, tu vois. Ça faisait ouais. C'était complètement fou. Mes parents m'ont amené une éducation, m'ont amené des principes, des choses, mais ma propre expérience, je l'ai trouvée ici. Tester mes limites, je les ai trouvées ici, tu vois. Comme je dis souvent, je me suis perdu pour mieux me retrouver, en fait. Et c'était une école de vie pour moi qui était énorme. Et je dirais que ce que je suis, je le dois pas mal aux catacombes. Voilà. Ça, c'était la toute première salle où les gens squattaient dans les katas sous mon souris. Tu vois, t'as encore des tags au plafond. Tu vois, 83, 84, 1980. Là, il y a marqué Vulcain en haut à droite. Vulcain, c'est le premier mec qui m'a emmené dans les catacombes. Tu vois, c'est le mec qui m'a emmené, qui était un copain à moi, avec qui j'étais en cours quand j'avais 14 ans, et qui m'a emmené dans les katas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils devaient être bien foncés, les gars qui étaient là la dernière fois. Avec les petites fleurs, c'est mignon comme tout. Le service à thé. On trouve tout dans les katas. Moi, cette salle, je l'ai connue avec de l'eau jusqu'aux genoux. Je l'ai connue avec de la moquette. Je l'ai connue, tu vois, avec du gazon. En fait, il y avait un mec qui avait ramené une espèce de gazon synthétique. Tu vois, qu'il avait foutu partout là. L'aménagement de salles est une activité courante dans les catacombes. Chaque salle a son histoire et son utilité. Et la plupart ont des noms tout droit sortis de l'imagination des cataphiles, comme la salle Camelot ou la salle du Maccabée. Certaines sont également propices à l'organisation d'événements importants, comme la plage, où sont célébrées de grandes fêtes, ou bien la salle cinéma, recouverte de nombreux personnages de films et dans laquelle ont lieu des projections. Mais parmi la cinquantaine de salles que comptent les catacombes, il y en a une qui tient particulièrement à Psychose. KCP, en fait, c'est une salle qui, pour moi, représente beaucoup de choses parce que c'est la salle où j'ai rencontré ma femme. C'est la salle où j'ai rencontré plein d'amis. C'est pour moi le lieu de départ de plein de choses. J'ai commencé ça en 1988. Et au début, c'était un banc de pierre complètement vierge où il n'y avait rien. Tu vois, autant ça, c'est de la pierre, faut le tailler avec des outils. En bas, faut le tailler avec des outils. Mais juste cette petite épaisseur-là, c'est ce qu'on appelle le souchet. C'est un peu une terre argileuse, en fait. Et donc, au début, on a commencé à attaquer ça avec des couteaux. Et puis, après, petit à petit, on en est venu à s'équiper et attaquer le reste. Et je me dis que peut-être que je finirai ici au lieu de finir dans un cimetière de base. Je me ferais bien incinérer et qu'on mette mes cendres derrière cette troisième porte là, qu'on creuse un truc et que je finisse là-dedans. Voilà. Donc peut-être que ça prendrait tout son sens, voilà, si les cataphiles se faisaient enterrer dans les catacombes. Et se faire enterrer dans les catacombes serait aussi pour certains une façon de suivre l'exemple d'un personnage célèbre du monde cataphile. Philibert Asper, qui était le portier du Val-de-Grâce en 1792, avait entendu parler que les moines chartreux avaient laissé un trésor dans leur cave. Donc on s'imagine facilement que le trésor, ça devait certainement être de la chartreuse, donc de l'alcool. Donc Philibert, c'était quand même le premier cataphile qui était un peu alcoolique. Et il s'est dit, pendant la période trouble de la Révolution, qu'il pouvait utiliser ses clés pour descendre
à partir des caves du Val-de-Grâce et des souterrains du Val-de-Grâce que ça devait rejoindre certainement la zone des Chartreux et aller jusque dans leur cave et aller profiter du trésor des Chartreux, quoi. Donc on s'imagine qu'il a dû forcément se paumer, et on l'a retrouvé 11 ans plus tard, comme c'est écrit sur la stèle. Donc il y avait sa boucle de ceinturon et son trousseau de clés, et c'est comme ça qu'on a deviné que c'était le Philibert Asper qui avait disparu en 1793. Donc ça fait partie un petit peu de la légende cataphile. Tous les cataphiles viennent 2 fois ici se bourrer la gueule tous les ans, le 3 novembre et le 30 avril. Philibert est à l'heure actuelle la seule personne à disposer d'une tombe dans les carrières de Paris. Des stèles commémoratives sont également présentes dans le réseau et ont été pour la plupart installées par les cataphiles eux-mêmes. Elles permettent ainsi à la communauté de rendre hommage à ces disparus, qui sont souvent des grands noms de la cataphilie. Mais il existe également un lieu dans lequel repose une foule d'anonymes. Le cimetière est délimité en partie par des grilles comme ça. Ici, donc on entre sous le secteur du cimetière du Montparnasse. Ces galeries, à l'origine, étaient murées pour qu'elles ne soient pas accessibles, mais les cataphiles étant ce qu'ils sont, eh bien, des chatières, des trous ont été creusés et on y a accès, et maintenant on se trouve ici. C'est le seul endroit hors musée des catacombes où on peut trouver des ossements dans les anciennes carrières souterraines sous Paris. On est obligé de marcher à 4 pas dans certains endroits parce que les ossements montent assez haut. Il y a certaines galeries où les ossements montent carrément jusqu'au ciel. Je ne sais pas quelle est l'épaisseur exacte d'ossements. Là, on a peut-être 1 mètre sous nos pieds. C'est pas vraiment une galerie comme une autre, il ne marche pas de la même manière. Je peux certainement écraser des os parce que bon, je fais quand même mon propre poids. Mais je n'ai pas d'appréhension particulière et je n'ai pas non plus l'impression de profaner quoi que ce soit. Pour moi, le mort, il est mort depuis longtemps, son esprit est parti. Là, c'est plus que des ossements et ça ne me dérange pas. Alors ces ossements en fait viennent du cimetière du Montparnasse qui a vidé des fosses communes. Il y avait un trop-plein dans le cimetière et il a fallu trouver une solution pour s'en débarrasser. On peut considérer que c'est à peu près vers 1860 que ces ossements ont été descendus par des puits et puis répartis dans les galeries avoisinantes. Dès la fin du XVIIIe siècle, les cimetières parisiens ont commencé à être vidés et les ossements ont été entreposés dans les anciennes carrières de Paris, qui prirent le nom de catacombes. En 1809, Éricard de Thury, le second inspecteur des carrières, prenant conscience de l'état de délabrement de l'ossuaire, décida de l'aménager, rendant possible les premières visites publiques, et notamment celles des familles venues honorer leurs défunts. Ainsi naissait le musée des catacombes. Alors qu'au musée les ossements sont agencés minutieusement, dans les catacombes interdites, ces derniers sont soumis à la fantaisie des cataphiles. C'est une des rares galeries d'ossements qui est encore à peu près, je dirais, préservée, parce que je la vois se dégrader quand même au fil du temps, mais ça va moins vite que les autres. Peut-être que les gens hésitent à venir ramper jusque-là. Ils disent putain, ça craint s'il y a des fantômes qui viennent me chatouiller la nuit après. Il y a plus de Parisiens morts et présents sous Paris, étant donné qu'on les estime environ 6 millions de corps, alors que la population de Paris intramuros est environ à 2 millions d'individus. Donc il y a 3 fois plus de Parisiens sous terre que sur terre. Là, on va faire la photo. La représentation de la mort est omniprésente dans les catacombes. Elle est souvent source d'inspiration pour les artistes, comme Psychose. J'ai fait un petit squelette là-bas, avec qui tient un petit drapeau et qui donne le chemin pour donner la direction en fait de la tombe de Philibert.
avec un petit cœur, voilà, parce que c'est important de parler d'amour, et je crois que dans les katas, c'est ce qui nous lie un peu tous, voilà. Je suis content d'avoir posé celle-là, j'en ai posé une sous mon souris, il y a celle de la boutique qui a été cassée. Peut-être que la mosaïque de la boutique, je l'ai trop mis sur une autoroute, un endroit fréquenté où passe trop de monde. Que d'écrire psychose dessus, c'était peut-être une provocation pour certains. Parce que beaucoup me reprochent d'être un peu à l'initiative du graffiti dans les catacombes, même si c'est pas le cas, même s'il y a toujours eu des graffitis bien avant que je descende. Et je me dis que on va laisser une génération passer, et puis pour que les cons qu'on détruit, celle de la boutique, disparaissent avec la génération, parce que les gens qui font des conneries dans les katas ou qui font du mal dans les katas, ils restent jamais très longtemps en fait. Depuis la mise en place d'Internet et du coup du partage de plans, on observe une recrudescence de fréquentation du réseau. Ça amène pas mal de dégradation. Il y a aussi un peu un jeu des cataphiles, entre guillemets, de faire fuir, je dirais, ce qu'on appelle des touristes. D'abord dans une visée égoïste, c'est-à-dire pour finalement se protéger soi-même voilà, d'une trop grande fréquentation, pour être plus paisible, et puis ensuite pour pouvoir préserver le réseau tout simplement. Suite à quelques petits incidents, il y a une brigade de police qui a été créée pour surveiller et pour mettre un petit peu d'ordre sous terre. C'est une manière aussi de réguler la population, donc on les appelle les cataflics, parce que forcément ce sont des flics qui opèrent dans les catacombes, donc c'était très facile de les surnommer. Lorsqu'on est sous terre, on descend pour sécuriser les lieux. Donc quand on fait ça, on cible des endroits où on sait que la fréquentation est dense. Après, on a nos missions pour vérifier nos plans et pour vérifier que les lieux ne sont pas dégradés. Les carrières passent sous des lieux sensibles, donc on va aussi régulièrement vérifier qu'il y ait pas que ça ne creuse pas ces endroits-là. Alors ouais, c'est le secteur de la plage, c'est un des secteurs les plus fréquentés. Donc forcément, on essaie d'y aller le plus régulièrement possible. On est une grande compagnie. Tous les jours, on a des effectifs qui descendent. Parfois le matin, parfois l'après-midi, parfois la nuit. Voilà. Le week-end comme la semaine. Voilà, on tourne tout le temps. Tout le temps. Il y a tout le temps de la police dans les carrières de Paris. Allez, du monde les gars. Allez sur la plage. Bonjour. C'est la police. Bonjour. C'est la police. Bonjour. Vous éteindre la musique. Vous éteindre les cigarettes. Vous allez vous asseoir là-bas. C'est les mineurs. D'accord. Pas de sac en pièce d'identité, vous l'avez. Vous connaissez? Comment? Vous connaissez? Ouais, on connaît le pseudo. Quand on descend, selon le type d'individu qu'on rencontre, on va déjà essayer de créer un échange, voilà, pour essayer de savoir par où ils sont rentrés, pour connaître leur mode de fonctionnement, savoir s'il s'est passé des choses ces derniers temps, s'ils ont des informations à nous donner. Voilà, ça peut toujours nous être utile. Et après, on essaie d'avoir une certaine mission de prévention. On va dire qu'en règle générale, les cataphiles sont quand même moins hostiles que les délinquants qu'on pourrait rencontrer en surface. Ok. De toute façon, là, on va raccompagner tout le monde à la sortie. Ok. On va faire en sorte que ça se passe bien. Allez, c'est parti. Pour la petite anecdote, dans l'une de nos patrouilles, on a rencontré des gens qui étaient en train de faire leurs affaires tous les deux. Voilà. On les a entendus de loin. Du coup, on a volontairement fait un peu de bruit pour arriver à leur rencontre. Ils ont quand même eu le temps de se rhabiller. On les a verbalisés pour la pénétration et la circulation dans les anciennes carrières de Paris. Bonjour, j'aimerais bien vous prendre des cerises s'il vous plaît. Marius est cuisinier et fréquente les carrières depuis peu.
Avec ses amis cataphiles, il a le projet d'organiser clandestinement un événement jusque-là encore jamais vu dans les catacombes. Un dîner gastronomique. On va chez une collègue dans sa cuisine pour aller commencer à préparer le repas de ce soir, la mise en place. Donc on a tous les éléments, toutes les recettes. Et là, c'est juste commencer à tout préparer, tout mettre en boîte, tout cuisiner. Salut ça. Ça va? J'ai des petits yeux. Non, ça va? Pourquoi ils sont petits? Salut. Ça va? Salut. Bienvenue. Pendant que Marius prépare les recettes du dîner avec son commis, une autre équipe s'active. C'est celle des organisateurs. Leur mission, aménager une salle des catacombes afin de recréer un restaurant le temps d'une soirée. Ces soirées clandestines sont la bête noire des catafliques. Alors, pour ne pas éveiller les soupçons des autorités, les cataphiles interviennent de nuit et ils n'hésitent pas à adopter le costume du parfait égoutier. T'attrapes. Tu descends ou je descends? Vas-y, je descends. Il y a un peu de danger entre guillemets avec la police, c'est lorsqu'on rentre et qu'on sort parce qu'on est très exposé. Les accès sont souvent au milieu de la rue, et donc si une voiture de police ou des agents de police passent par là à ce moment-là, on n'a pas beaucoup de solutions. Ok, c'est bon, on a terminé ou? Ouais, c'est bon, on a tout descendu, on est bon. Reste plus qu'à nous descendre nous. En même temps, c'est ça aussi, braver l'interdit, c'est-à-dire jouer au chat à la souris. Mais pénétrer dans ce monde interdit n'est pas sans conséquences. Ici, c'est une amende forfaitaire, entre 180 et 200 euros. Voilà, ok. Voilà. Alors, rentrer dans les carrières, c'est un cas A, jugé par le tribunal de police. Ok. Donc là, si on vous verbalise, vous allez recevoir une convocation au tribunal de police. D'accord. Voilà. Ensuite, niveau équipement, vous voyez, nous, on a tous des casques, des frontales, on a des chaussures adaptées. Vous, c'est pas vraiment le cas, on est d'accord. Pas de casque, pas de lampe et pas de plan. Bon, il y a 2 semaines, on est venu chercher des individus, ça faisait 36 heures qu'ils étaient perdus en tir. Donc restez là, on va vous verbaliser. Date de naissance, oui. Je suis né... Vous savez pas où vous êtes né? Non. Ok. Votre adresse actuelle? Ça fait quand même un moment que je descends et depuis que je descends, je les ai croisés 2 fois en 1 mois et demi alors que auparavant je les avais jamais croisés. Et ça sert à rien de chercher des histoires, quoi. Ils sont là pour faire leur travail, tu respectes et puis c'est fini, quoi. On va vous laisser récupérer vos affaires vestimentaires et repartir. Ok. Du coup, on part par là-bas? Voilà, par là où vous êtes arrivé. Bah, merci. Bon courage à vous. Au revoir. C'est un peu un réel jeu qui se met en place. Voilà, moi, ça m'est déjà arrivé de soulever une plaque et d'entendre de l'extérieur police nationale sortez. Et alors là, j'ai dit très fort, non, on va pas sortir. Et j'ai refermé la plaque devant le policier qui était les bras ballants parce qu'une plaque de 130 kg, il allait pas l'ouvrir comme ça. Et donc, on est parti se faufiler dans les réseaux. C'était assez rigolo. J'ai grimpé dans le puits et je me suis caché en me soutenant, tu vois, là, sur le côté, là. J'étais plaqué avec les pieds sur le rebord. Et genre, les flics sont venus voir. Et les gars, ils m'ont pas vu. Je transpirais, je goutte. J'étais en panique totale. Ils ont ressorti tous mes potes et après, je me suis retrouvé tout seul dans les catas comme un con. C'est un truc de ouf. La cataphilie, c'est l'antithèse de, justement, des codes que tu peux avoir en surface, des lois. Et en fait, ici, il y avait une plaque qu'ils ont mise, parce que là, on rentre dans le Val-de-Grâce, et qu'au-dessus, c'est l'hôpital militaire, donc c'est un endroit qui est interdit. Déjà, c'est interdit d'aller dans les catas, mais là, tu es dans l'interdit de l'interdit. C'est-à-dire que les mecs ont été rajouter une plaque avec marqué terrain militaire, défense d'entrée, sous peine d'amende, ou je sais pas quoi. Et voilà. Mais bon, il reste toujours un petit bout pour faire un petit taille. La société est tellement organisée, tellement codifiée, il y a des lois pour tout, tu vois. Bientôt, tu n'auras plus le droit de cligner des yeux, bientôt, tu n'auras plus le droit de, tu vois, se sentir libre. C'est quelque chose qui devient plus qu'un luxe à l'heure d'aujourd'hui. Ce que j'aime, c'est que mon matériau, ça soit la ville de Paris. C'est pas un truc que tu peux emmener. C'est là où je modèle la ville, c'est là où je la transforme, c'est là où je deviens un architecte de la ville, tu vois. Et moi, c'est ce qui me fait kiffer quelque part.
Pour Marius et son équipe, il reste encore quelques détails à peaufiner. Le sac n'a pas résisté au trajet et la sauce qui devait rester dans ce petit sac hermétique, au final n'est pas si hermétique que ça. On essaie de rattraper un maximum la sauce, mais bon, normalement tout se passe bien. La soirée devrait se dérouler sous les meilleurs auspices. Les organisateurs n'ont pas choisi cette salle au hasard. Pourvu de raccordements électriques, le lieu offre un confort peu courant dans les catacombes. Ça fait plaisir, je suis plutôt ravi de tomber sur des lieux comme celui-ci. Il y a un vrai espace pour manger, très, très sympa. Le dîner de ce soir fait office de test. Et Marius a réuni pour l'occasion quelques amis prêts à tenter l'expérience. La difficulté, c'est de rien oublier. Quand on descend dans les catacombes, tout doit être prêt de A à Z, savoir comment ça va fonctionner, puisque après, sinon, c'est oublié, on va faire autrement. On trouve toujours des solutions, mais c'est quand même mieux si on est bien préparé à l'avance. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la Catalegria. Le chef Marcus Guichard est heureux de vous accueillir dans son restaurant pour vous proposer un menu à la fois gastronomique, revisité, à la fois avec des produits authentiques. Santé alors. Allez, à votre santé. L'organisation, honnêtement, elle est au poil. Bon, évidemment, il a fallu ramener tout ce matériel, ce qui n'est pas forcément évident vu comment on est rentré. Mais bon, avoir le travail du chef ici présent, c'est nickel. Le fait de faire un restaurant gastronomique éphémère, on va dire, dans les catacombes, c'est peut-être une expérience ce soir, mais après, c'est très intéressant. Et travailler avec Cataphile et peut-être faire de la livraison de nourriture, de bonne nourriture sous terre peut être un problème. On a le sentiment que c'est un lieu de perdition, qu'il s'y passe des choses incroyables, des messes noires, des machins, mais tout ça c'est des clichés. Je pense que c'est un endroit qui t'apprend beaucoup de choses. Et des lieux comme ça, il n'y en a pas, donc il faut les préserver. Les autorités ne prennent pas conscience du patrimoine qui se trouve sous terre parce que ce serait trop de travail pour eux de pouvoir gérer un lieu aussi immense et aussi compliqué. Effectivement, ça doit demander des sommes folles pour pouvoir entretenir et pour pouvoir valoriser cet endroit. Et j'ai pas l'impression qu'à l'avenir, on part dans cette direction. Et parmi les trésors cachés qu'abritent les catacombes, plusieurs sont aujourd'hui en danger. Comme les nombreuses épures qui parsèment chaque galerie et qui datent de plusieurs siècles. Ou bien des traces concrètes d'une vie passée que ce lieu figé dans le temps a su garder jusqu'à présent. Là, tu vois que la consolidation, elle a bougé avec le temps. Tu vois, les poutres en bois, elles soutiennent plus grand-chose. Là, c'est encore un truc, un témoignage du passé. Et il y a un truc que j'adore particulièrement ici, et qui est unique au Qatar, c'est que si tu regardes bien, tu vois là, juste là, tu as un sabot en bois qui a été pris dans une concrétion de calcaire et qui date d'il y a des centaines et des centaines d'années. Et c'est le seul qu'il y a dans les katas, tu vois, le pied est rentré là. Les katas, je les vois comme une sorte de musée, comme une zone qui est hors du temps. Les choses ici sont figées, le temps s'arrête. Et peut-être que dans 200 ans, ça reviendra à la lumière. Peut-être que, tu vois, je sais pas. En fait, c'est presque, pour ainsi dire, au Cataphile qu'incombe la responsabilité d'entretenir ce patrimoine, parce que s'ils ne le faisaient pas, en fait, comme les autorités ne le feront pas de toute façon, le réseau risque de se dégrader encore plus qu'il ne l'est. Maintenant, quand on construit un bâtiment au-dessus, on ne s'embête plus à consolider ou à bien vérifier que c'est stable en dessous. On injecte du béton pour être tranquille, quoi. Donc je pense que les catacombes, ça va se réduire, ça va se dégrader
Et puis un jour, peut-être qu'à force, les autorités vont se dire bon ben ça suffit, ou bien on comble tout, ou bien on ferme tout de manière radicale. De toute façon, rien ni personne n'arrêtera jamais le phénomène cataphile. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a commencé à fréquenter ces carrières, là on a compris qu'on s'exposait à des risques et puis que voilà, en même temps on entrait dans une sorte de monde parallèle. Maintenant, à l'heure actuelle, toutes ces nouvelles générations qui arrivent, j'essaye de leur transmettre des choses, des valeurs, des codes. C'est pour ça aussi que j'ai descendu mes filles, parce que c'est un endroit qu'il faut faire partager aux gens que tu aimes. Et sincèrement, je pense qu'un jeune qui passe par les catacombes, il deviendra quelqu'un de meilleur. Premièrement, ça a vraiment renforcé et créé de belles amitiés. Et ça nous a permis de se dire, finalement, quel est le but de la vie? Est-ce que c'est d'être dans le cadre, d'aller au boulot et puis rentrer le soir, dormir et puis retourner au boulot? Finalement, ça donne un peu de piquant à la vie et ça a fait un peu, je pense, changer notre regard sur la société. On se décharge du fardeau de la surface, on est libéré de tout, on est dans un autre monde et c'est vrai que ça fait un bien fou. Il y a une école de vie ici qui est en train de disparaître en surface, en fait. Et je crois que les gens du dessus feraient bien de prendre des leçons des gens du dessous. Dans le métro, dans les transports parisiens, ça me rend complètement marteau, j'ai envie d'en voir la fin. Et tous ces encombrements sur le carrefour Alésia, que ferais-je pour retrouver la tranquillité des cathares sous le cimetière Montparnasse, dans la boue et la mélasse, dans la nuit et la pénombre, moi j'ai le blues des catacombes. Sous le cimetière Montparnasse, dans la boue et la mélasse, dans la nuit et la pénombre, moi j'ai le blues des catacombes.